Je suis Antoine Bonfils, je préside donc l'association des journalistes pour la nature et les journalistes et écrivains pour la nature et l'écologie. Nous présentons, je suis très heureux de vous accueillir ici à l'Académie du Climat. Ce soir, on sort également, nous présentons notre annuaire 2023 des adhérents, des membres donc des journalistes et écrivains pour la nature et l'écologie. Nous sommes à peu près 200. 2023 pour les journalistes, c'est une année un petit peu particulière parce que plusieurs études d'opinion un peu partout nous disent que voilà, les Français font de moins en moins confiance aux médias traditionnels et aux journalistes en particulier. C'est une année particulière pour nous aussi parce que les journalistes de l'environnement, nous sommes les cibles de beaucoup de procès. On a des membres qui sont poursuivis, je pense, rappelle-moi les noms peut-être, voilà, Souchet, oui, Jean-François Noblet, et Gabriel Ullmann aussi. Ouais, donc ça fait beaucoup. Donc c'est des sujets difficiles à aborder, difficiles d'enquêter. Ce qui sort des enquêtes d'opinion, c'est que de plus en plus de citoyens font confiance aux réseaux sociaux, d'où, en tout cas chez les jeunes, majoritairement chez les jeunes, les personnes de plus de 60 ans, 70 ans, même pour certains, font encore confiance aux médias traditionnels et à la télévision. Mais en tout cas, les jeunes vont se renseigner sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire qu'il est important pour nous, les journalistes, de retourner sur le terrain, d'apporter une valeur ajoutée. Et c'est ce que nous allons faire cette année. On va aller notamment à Bure, sur le lieu d'enfouissement des déchets nucléaires, pour enquêter, pour voir un petit peu de visu et pas simplement se contenter de dépêches, comprendre les enjeux qui s'y tiennent. On va également, dans 15 jours, aller suivre la manifestation contre les méga-bassines, en rencontrant les uns et les autres, les agriculteurs, mais aussi peut-être les autorités locales pour démêler les infos et essayer de prendre vraiment le problème à bras-le-corps. Et la suite, je laisse Karine, notre secrétaire générale, vous parler de l'annuaire. Merci, et en tout cas, merci d'être venue. Voilà, donc notre annuaire 2023, en couverture, nous avons une photo d'Antoine, qui est photographe, qui est prise, tu vas nous dire où elle est prise. Alors, c'est une photo qui était prise en 2003, pendant l'ascension de l'Aconcagua, donc à la frontière entre le Chili et l'Argentine. L'Aconcagua, c'est le point culminant de l'hémisphère sud, de l'Amérique du Sud, mais aussi de tout l'hémisphère sud, 6900 mètres. Et c'est une photo que j'avais prise au-dessus aux alentours de 6000 mètres d'altitude. Il reste un dernier camp qu'on appelle le camp Berlin. Et on voit, donc, c'est une vue d'une partie de la cordillère des Andes. On était donc au mois de... que je ne dise pas de bêtises, on doit être au mois de février peut-être, parce que la Concagua, ça se fait plutôt en janvier-février. Il faut savoir que les ascensions dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse des nôtres. Et on voit déjà des montagnes un peu pelées, pas beaucoup de neige, de moins en moins de glace. Et voilà, c'est ce que dit un petit peu cette photo. Voilà, on va s'intéresser aussi cette année, bien sûr, au problème de l'eau qui est important. Et d'ailleurs, c'est le prochain débat que nous aurons ici le 13 avril. Ça sera consacré au partage de l'eau. Donc, rapidement, pour cet annuaire, on doit remercier tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Donc, Christelle Leca qui s'occupe de recueillir les adresses de nos adhérents, ce qui est un gros boulot. On a les témoignages de nos 2 vice-présidentes cette année, Anne-Sophie Novelle, qui est autrice d'un livre qui s'appelle L'enquête sauvage et qui écrit de nombreux articles, et Audrey Boelly, qui est l'autrice d'un livre qui s'appelle Dernière limite sur les limites planétaires et qui sort là bientôt.
Donc on a leurs témoignages, elles expliquent pourquoi elles sont au JNE et ce que ça leur apporte, et puis elles parlent de leur travail aussi. Donc on a l'édito d'Antoine qui tire la sonnette d'alarme sur les problèmes de l'eau, de changement climatique. Et puis, cet annuaire, ça sert aussi pour les gens qui ne sont pas journalistes à nous contacter. On y présente aussi des entreprises ou des membres associés qui sont parfois des personnes qui sont issues d'associations ou d'institutions comme l'Iméséum. Enfin, voilà, il y a plein de ressources dans cet annuaire. On y trouve ce que les JNE ont fait dans l'année précédente, notamment un voyage en Alsace pour visiter des villes en pointe sur la sobriété, le lancement de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique à laquelle nous avons beaucoup contribué. Aussi, nous avons contribué à l'écriture d'une recommandation sur le traitement des questions scientifiques au sein du Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Enfin voilà, plein de choses dans cet annuaire. On y trouve aussi tous les livres qui sont écrits par nos adhérents. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Et puis donc nous allons commencer notre débat sur la sobriété énergétique. Merci d'être venu. Donc, c'est moi qui vais animer ce débat à la place d'Agnès Sinaï qui n'a pas pu se joindre à nous. Et de même, je remercie Nora Guelton qui a pris la place de Mathieu Labonne, le président directeur général de la coopérative des Oasis, qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Et Nora, au pied levé, a réussi à nous rejoindre. Et Nora est chargée de la communication de la coopérative des Oasis. Voilà, donc on démarre avec un peu de retard, mais merci à vous tous de vous être déplacés jusqu'ici. Et donc, nous allons parler de cette sobriété énergétique, un thème qui est devenu d'actualité, notamment depuis la guerre en Ukraine. On parle beaucoup de sobriété énergétique, alors que, bien sûr, curieusement, il y a peu de temps encore, ceux qui osaient parler de modération étaient vus comme des empêcheurs de consommer en rond et de partisans de retour à la bougie, ou voire même des amiches. Donc là, on voit que la tonalité a changé. Le gouvernement a décrété un plan de sobriété énergétique avec un objectif de réduction de nos consommations de 10% pour l'année d'ici 2024. Ce plan fait la promotion de gestes tels que la baisse de la température du chauffage dans les appartements, dans les bureaux à 19 degrés, la baisse de la température des ballons d'eau chaude à 55 degrés. Et nous, face à cette doctrine officielle, nous allons faire un pas de côté ce soir pour voir ce que pourrait être une vision globale de la sobriété énergétique qui ne soit pas uniquement conjoncturelle et limitée à 2024, mais liée à un changement radical de nos sociétés et de nos modes de vie. Alors rappelons que pour limiter la hausse de la température de la Terre à 2 degrés et respecter l'accord de Paris, nous devrions ne pas émettre plus de 2 tonnes d'équivalent d'émissions de carbone. Or, actuellement, nous sommes à 9,5 tonnes. Donc, ça veut dire qu'on doit diviser nos émissions pratiquement par 5. Donc, c'est un long chemin qui nous reste à parcourir. Et donc, pour nous donner des pistes d'action, nous allons nous tourner vers 2 approches qui tranchent avec cette politique des éco-gestes. Celle de la permaculture que va nous présenter Sébastien Marot à travers l'œuvre de David Holmgren qui vient de traduire dans un livre qui s'intitule en français Comment s'orienter, permaculture et descente énergétique, un livre qui vient de paraître aux éditions Wild Project. Et nous allons voir aussi une approche différente avec Nora Guelton. Donc, c'est l'approche des écolieux,
que Nora Guelton va nous décrire à travers l'exemple des oasis. Voilà. Je me tourne vers mon voisin. Donc, Sébastien Marot, vous êtes donc professeur d'histoire de l'architecture et de l'environnement à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à David Holmgren, qui est donc australien, cofondateur de la permaculture? En quoi ces travaux croisent-ils les vôtres? Eh bien, merci. Ça fait 20 ans maintenant qu'avec une formation qui n'a rien à voir avec l'environnement, la philosophie au départ, et puis un intérêt pour l'architecture, ça fait 20 ans maintenant que... Ça fait 20-25 ans même que j'enseigne dans les écoles d'architecture plutôt l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme. Mais depuis 20 ans, j'enseigne l'histoire de l'environnement. C'était une décision un peu comme ça. Je suis un peu un autodidacte dans ce domaine, même si c'est une discipline qui se développe énormément dans beaucoup d'universités, dans beaucoup de départements aujourd'hui. Ça m'a amené à m'intéresser beaucoup ces enseignements d'histoire de l'environnement qui remontent au Pléistocène et qui vont jusqu'à aujourd'hui, comme ça, un peu de grande manière, à m'intéresser beaucoup à une autre, on pourrait dire discipline ou champ d'activité, art, qui est jumeau de l'architecture et qui est l'agriculture. Donc, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'agriculture et au point qu'il y a quelques années, j'ai décidé de monter une exposition sur les rapports, sur l'histoire des rapports entre agriculture et architecture, en constatant qu'une forme de divorce, à la fois entre les territoires où l'une et les autres sont pratiquées, s'était produit, mais aussi entre les types d'activités, etc. Donc, m'intéressant à ça et voulant faire une assez grosse exposition qui est aujourd'hui à Marseille, mais qui était à Lisbonne il y a 3 ans, qui s'appelle « Prendre le parti de la campagne » et où on évoque, on explore un tout petit peu l'hypothèse d'un exode urbain qui serait à venir et qui serait éventuellement une conséquence des problématiques dans lesquelles, et notamment environnementales dans lesquelles on est aujourd'hui, que je me suis mis à regarder un peu plus précisément que je ne l'avais fait jusqu'alors, où c'était plutôt comme ça de côté, la permaculture et en particulier la théorie de la permaculture, c'est-à-dire les traités de permaculture, et le plus important d'entre eux pour moi, ça a été une découverte quand il a été traduit par les éditions Rue de l'Échiquier, c'était il y a 6 ou 7 ans à peine, qui s'appelle Permaculture Principles and Pathways Beyond Sustainability. J'insiste toujours sur le titre anglais parce qu'ils l'ont traduit Principes et pistes d'action pour un monde soutenable. Le titre était déjà immédiatement au-delà de la perspective qu'il s'agissait de soutenir un mode de vie existant tant soit peu. Donc David Holmgren est fameux pour avoir, à l'âge de 21 ans, écrit un mémoire de licence en Tasmanie, dans un département d'environnement, un des premiers d'ailleurs, sous la houlette amicale d'un professeur de psychologie environnementale qui s'appelle Bean Mollison, qui est encore plus connu que lui pour avoir comme été le porte-parole du mouvement de la permaculture à travers le monde. David, après avoir fait ce petit mémoire, qui va devenir Permaculture One, qui va mettre en circulation ce concept d'agriculture, remettre en circulation ce concept d'agriculture permanente sous ce syntagme, avec, vous le savez tous, l'idée d'être aussi résilient dans l'agrosystème qu'on dessine qu'on entretient, que l'est un écosystème plus ou moins à son climax relativement stable, comme celui de la forêt, par exemple. Donc, voilà. David ensuite n'a pas trop participé directement au mouvement de la permaculture, disons international, dont Mollison avait pris les rênes. Il s'est beaucoup passionné pour développer pratiquement 2 sites de permaculture, un chez sa mère, il était tout jeune à l'époque, puis ensuite, depuis 30-40 ans maintenant, avec sa compagne Sue Dennett, au nord de Melbourne, en gros, dans un environnement qui est presque jusqu'à chez lui de la banlieue à l'américaine, si vous voulez, qui touche le rural, c'est un peu entre les deux, là-bas.
Et puis en 2002, alors qu'il avait été assez discret depuis ce coup d'éclat quand même d'un mémoire de licence qui lance un mouvement, quoi, il publie un livre très important, celui qui a été publié aux éditions Rue de l'Échiquier, qui s'appelle donc Principes et pistes d'action au-delà du soutenable. Si je dois résumer la position de David, c'est quelqu'un qui a été bouleversé. Alors il vient d'un milieu très particulier, une famille juive communiste venue de Norvège à la génération d'avant, là-bas avec des parents qui sont dans toutes les luttes contre le Vietnam, contre tout ça. À l'âge de 12 ans, c'est un activiste, David. Mais, comme il me dit souvent, il me dit, tu comprends, c'était formidable, cet activisme à l'époque, qui consistait à réclamer des changements importants dans les modes de gouvernement, de politique, quoi, tout ça. Mais quand mes parents avaient un problème, ils appelaient le plombier. Ils n'étaient pas autonomes, ils pratiquaient pas à fond, comment dire, ils développaient pas un mode d'existence tel que celui qu'ils désiraient. Ils passaient plus de temps à contester le mode général qu'à mettre en œuvre quelque chose. Donc lui, il est bouleversé par deux choses, deux livres en fait. C'est un lecteur extrêmement vorace, scientifiquement assez articulé. Il est bouleversé par The Limits to Growth, le rapport au Club de Rome Meadows, qui doit lire à 15 ans ou 16 ans, et ça le... Et il est assez rapidement après, alors il lit plein d'autres choses, il est assez rapidement intéressé aussi par quelqu'un dont on parle assez peu en France, dont les livres ne sont pas traduits. C'est un peu une spécialité française d'être assez tardive dans la traduction de textes importants, qui est Howard Odum, donc, qui est un biologiste, écologue, spécialiste de l'énergétique des écosystèmes, qui s'intéresse au métabolisme de l'énergie, en gros, dans les écosystèmes, et qui a publié en 71, un an avant le rapport au Club de Rome, un livre aussi très important que je pense qu'il faudrait traduire, qui est Environment, Power and Society. Donc vraiment, environnement, énergie et société, et dans lequel il explique qu'il s'agit de se préparer à une descente énergétique. Le concept de descente énergétique, à ma connaissance, est introduit par Odum. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? En gros, ça consiste à dire, tôt ou tard, il ne fait pas des prédictions, etc., mais disons à l'échelle des générations, notamment certaines vivantes au moment où il écrit, les jeunes générations vivantes, il va se produire nécessairement à ses yeux une baisse de l'énergie nette par personne, avec les croissances de population, mais aussi parce qu'il va être de plus en plus compliqué d'aller taper dans les énergies fossiles dont les champs conventionnels vont être rapidement, sinon épuisés, du moins faibles, que ça va se tourner vers des champs et des pratiques d'extractifs beaucoup plus compliquées, qui vont être énergétiquement beaucoup plus énergivores elles-mêmes, que donc le taux de rendement énergétique des énergies va baisser, en gros. Et par conséquent, pour lui, c'est quelque chose d'inexorable, on ne peut peut-être pas le dater exactement, il va se passer tas de choses, etc. Mais en gros, il voit ça, un peu comme le Club de Rome, il voit ça à l'horizon d'une vie humaine. Et il explique que ça change tout, parce que les énergies denses, pour toutes sortes de raisons dans lesquelles je ne vais pas entrer, mais en gros, pour les énergies denses, conduisent à des sociétés elles-mêmes organisées de façon centrale. Et il y a une distribution de l'énergie dense qui fait, en gros, la révolution industrielle tapant dans des stocks successifs, empilant des stocks successifs d'énergie fossile, a encouragé, par exemple, l'exode rural, etc., la concentration dans des grosses métropoles, les grosses entreprises, etc. Tout ça, c'est fortement dépendant, à ses yeux, de la nature extrêmement dense des énergies qui sont mobilisées par cette révolution industrielle. Par conséquent, on a des territoires très différents en fonction des énergies auxquelles on a affaire. Oui. Donc, il anticipe cette mutation territoriale aussi qui va devoir se produire pour s'ajuster à d'autres types d'énergie que ceux qui ont fait la fortune de la révolution industrielle. En gros, je dis ça un peu, c'est beaucoup plus subtil aussi que ça parce que c'est sur toutes les trajectoires et les modifications
j'allais dire, de l'énergie elle-même, dont il est un peu un grand spécialiste. Disons, ces 2 livres vont le convaincre, tout jeune. Alors, il pense, en sortant, c'est un peu un wunderkind australien, qui va faire un grand voyage après le lycée, comme ça, il va travailler sur des chantiers ici ou là, il va avoir un peu du pays, d'infrastructures notamment, etc. Mais avec l'idée de faire des études d'architecture ensuite. Et puis, le raffinement de ces réflexions l'amène à se dire, moi j'aimerais trouver quelque chose, il ne sait pas très bien le dire, entre l'architecture de paysage, je vous prie de m'excuser, entre l'architecture de paysage, l'écologie et l'agriculture. Je voudrais faire quelque chose qui soit utile à la croisée de ces 3 disciplines. C'est comme ça qu'il débarque en Tasmanie, dans une école d'architecture qui est un peu à la pointe, pas d'architecture, de design environnemental, etc. Un peu. Là, c'est là qu'il rencontre Mollison, c'est là qu'il fait ce fameux mémoire qui va lancer le mouvement de la permaculture. Après, et c'est là où comment dire, Holmgren est quelqu'un donc qui est sa vie, elle se passe à s'occuper de son site, elle se passe à travailler avec son fils, par exemple, à adapter des petits camions légers à des moteurs hybrides à l'électricité ou au gaz de bois. Il passe beaucoup de temps à ce bricolage, tout ça, à participer à plusieurs projets collectifs dans les environs que j'ai visités avec lui il y a 4 ou 5 ans, comme ça, il y a toute une nébuleuse de gens. Bon. Et tout récemment, il a publié un livre, en 2018, qui s'appelle Rétro Suburbia, dans lequel il explique que les territoires suburbains qui ont été produits par l'énergie facile, du pétrole, etc., pourraient ne pas être les moins bien placés dans une mutation, en face d'une descente énergétique, parce qu'ils ont il suffit qu'ils arrêtent de cultiver de la pelouse, ils ont un peu de terrain, il y a des voisins, il y a des choses à faire. Bref, il y a des collectifs, il y a des hoods, comme il dit, des villages possibles qui peuvent naître dans ces situations-là. Et sur le cas très précis, très local de son territoire de Melbourne, il fait la démonstration dans un livre hyper ambitieux, dont il pense que c'est le livre le plus ambitieux qu'il ait jamais fait, d'imaginer l'évolution de ces types de territoires. Vous voyez, bon. Mais entre les deux, il y a tout un autre aspect qui m'a intéressé beaucoup dans le travail d'Holmgren, qui est que c'est quelqu'un qui fait tout ça, mais qui a conservé une assez grande hauteur de vue, je dois dire, sur les questions un peu globales, comme ça. Et ça, il en parle dans des tas de textes qu'il publie sur son site web. Et ça a commencé en particulier en 2010 par un texte très important qui s'appelle Future Scenarios, dans lequel il se pose la question de savoir où on va, quoi, en gros. Et donc, en gros, je vais peut-être vous résumer sa position très vite. On y reviendra après, mais peut-être, oui. Enfin, dites juste pourquoi vous avez traduit ce livre, si ça semble intéressant, puis après, on entrera plus dans le vif du sujet. Voilà. Alors, pourquoi j'ai traduit ce livre? Alors, ce livre, il s'appelle « Comment s'orienter ». S'orienter, ce n'est pas un titre de lui. C'est un livre dans lequel j'ai rassemblé le chapitre central de ce texte de 2010 qui s'appelle Future Scenario et qui décrit ces différents scénarios, et puis plusieurs autres textes que j'ai choisis parmi ceux qu'il publie sur son web qui poursuivent depuis cette réflexion. Voilà. Merci. On reviendra plus en détail tout à l'heure sur le contenu de ce livre. Alors maintenant, je vais passer à Nora Guelton. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la coopérative des oasis, que sont les oasis, et après vous allez nous expliquer pourquoi les oasis ont réalisé un bilan carbone, et après on reviendra plus en détail sur ce bilan carbone. Alors une oasis, en fait, c'est 5 invariants, donc c'est des lieux de vie collectifs où on expérimente effectivement la sobriété sur le plan énergétique. On expérimente aussi l'autonomie alimentaire, des modes de gouvernance alternatifs sur lesquels je reviendrai peut-être tout à l'heure. Une ouverture sur le monde, ça c'est très important parce que autonomie n'est pas égale à autarcie, et nous dans les oasis qu'on soutient, il y a vraiment cette dimension de lien à la fois au territoire mais aussi entre les oasis elles-mêmes.
Et une autre notion qui est importante pour les oasis, c'est l'équilibre entre ce qui va être de la sphère individuelle et ce qui va être de la sphère collective. Donc il y a à nouveau des modes de gouvernance qui permettent cela. Et donc les oasis, en fait, en France, c'est un mouvement, c'est un réseau qui est issu à la base des colibris et qui, depuis 2018, donc, s'est autonomisé des colibris, puisqu'aujourd'hui, on est une société coopérative d'intérêt collectif avec 10 salariés, dont je fais partie, qui font de l'accompagnement humain, juridique, financier pour des projets d'écolieux qui se montent ou des projets existants qui ont besoin de soutien. On fait aussi du financement de projets grâce à l'épargne citoyenne. On fait de la formation pour des gens qui s'intéressent à ce mode de vie. Et on fait effectivement des études. Cette année, on a lancé un observatoire parce que la sobriété, ce n'est pas juste effectivement une belle intention. Dans les écolieux, c'est concrètement mesurable. Donc cette année, on a fait une enquête avec un institut qui s'appelle Belle Évolution pour aller mesurer l'empreinte carbone d'un habitant en écolieu versus un Français moyen. Et on s'est rendu compte que vivre en écolieu permettait de réduire, de diviser par 2 son empreinte carbone. Donc on était aux alentours de 10, 9 et quelques tout à l'heure. En écolieu, on est à 5 tonnes par an. Et alors ça se mesure sur des dimensions très concrètes. On est allé vraiment... Alors cette enquête, juste, elle a été réalisée auprès de 400 habitants en écolieu, qui représentent en fait 48 lieux différents. Et les différentes dimensions qui sont étudiées, il y a évidemment donc l'alimentation, il y a les transports, il y a l'habitat, tout ce qui est de l'ordre des services publics, ça pèse aussi dans notre empreinte carbone. Donc ça, on a lissé parce que c'est pareil finalement pour un Français moyen ou un habitant en écolieu. Et la consommation des biens et services. Et là où on voit les plus gros écarts entre le Français moyen et... J'aime pas trop ce moyen, mais entre le Français lambda et l'habitant en écolieu, la première, c'est la consommation des biens. Donc c'est un mode de vie qui, avant tout, amène de fait à consommer moins. Le deuxième plus gros écart, c'est sur l'alimentation, et ce, à travers une alimentation moins carbonée. Qui est souvent, on arrête la viande en fait dans les écolieux, dans la grande partie des écolieux. Et la troisième, c'est l'habitat, c'est ce qui paraît le plus évident, mais c'est pas ce qui est en premier sur les écarts d'échelle entre le Français et l'habitant en oasis. Pour nous, c'est extrêmement important de mesurer tout ça parce que ça nous permet de porter un discours au-delà des convaincus. Ça permet de montrer que c'est possible de vivre de manière résiliente et désirable, parce qu'on a mené une seconde enquête en parallèle qui était plus sur la dimension bien-être, en mesurant la qualité des liens qui sont tissés dans ces lieux-là. Ça, c'est une enquête qu'on a faite avec notamment Cécile Renoir du campus de la Transition, qui est donc un lieu qui est au sud de Paris. Donc c'est une enquête qui a été faite dans 10 lieux, donc c'était plus restreint, pour tenter de comprendre, est-ce que les gens sont épanouis dans ces lieux-là? Parce que sobriété, c'est un mot qui encore fait peur. On se dit, oh là là, on va renoncer à plein de choses et on va être malheureux. Eh ben non. Et moi, ce qui m'a particulièrement marqué dans cette étude, c'est le rapport au travail. Il y a un Français sur 2 qui considère que son travail n'a pas de sens. C'est quand même énorme. En Oasis, on est sur un épanouissement professionnel à 94%. Donc souvent, c'est des lieux sur lesquels les gens habitent, mais aussi travaillent, donc ont leur activité professionnelle sur place. Et la qualité des liens donc tissés à l'intérieur du lieu, mais aussi avec l'extérieur, c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'attarde pour pouvoir accoler à ce mot sobriété de la joie. Merci pour cette présentation des écolieux et de la coopérative Oasis. Je me retourne de nouveau vers Sébastien Marot. Dans le livre que vous présentez, David Holmgren décrit 4 scénarios
de descente énergétique. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et nous dire en quoi ces scénarios sont intéressants pour nous aujourd'hui, ce qu'ils peuvent nous apporter? Alors David il pose le problème de la façon suivante. Il dit, au fond, aujourd'hui, on est confronté à deux types de problèmes en même temps. Deux types de problèmes de nature un peu différente, même s'il y a évidemment des liens et des interactions entre eux. Le premier type de problème, il le résume par le mot de climate change. Mais je crois qu'il faut y ajouter un certain nombre d'autres choses, comme l'effondrement ou l'érosion de la biodiversité, comme le problème de l'eau, comme le problème de l'érosion des sols, etc. C'est-à-dire, on pourrait décrire ce premier vecteur de problème comme la dégradation progressive des conditions de la vie sur notre planète. Laquelle dégradation est prévue, alors chacun, selon les rapports, être plus ou moins lente ou rapide, bénigne ou grave, en gros. Donc la chronologie de cette dégradation, elle est un peu flottante. Les rapports du GIEC montrent à chaque fois que c'est un peu plus ennuyeux que ce qu'ils pensaient la fois précédente. Mais en gros, dans tous ces domaines-là, voilà, on sait que ça va un peu dans ce sens-là, même carrément, mais on ne sait pas exactement à quelle vitesse. Donc il dit premier problème. Mais il dit il ne faudrait pas qu'on en oublie un autre genre de problème, même s'il est un peu éclipsé par le changement climatique, qui est ce qu'il appelle peak oil. Mais là encore, c'est une façon de résumer. Pic du pétrole, autrement dit, plateau puis descente des stocks d'énergie fossile qui seront à la disposition, mais pas seulement pétrole. Vous pouvez évidemment ajouter les autres énergies, alors charbon peut-être un peu plus tard, gaz, etc. Vous pouvez ajouter aussi des ressources qui ne sont pas énergétiques, qui sont minérales, qui sont des terres rares, qui sont tout ce à quoi la révolution industrielle, dans tous les stocks dans lesquels elle a puisé successivement. Et pareil, est-ce que ça va descendre super vite? Est-ce que ça va descendre lentement? Donc il dit, si vous les croisez de faible à fort et de faible à fort, tout bêtement, vous obtenez 4 cadrans qui correspondent, à son avis, à des scénarios différents. Premier scénario, le meilleur sur le papier, vous en avez encore beaucoup sous le coude, parce qu'on pourrait dire que ce deuxième genre de problème, c'est la diminution de la puissance de l'humanité à transformer le monde, y compris pour faire face aux problèmes de dégradation du truc. Donc en gros, il dit, vous en avez encore beaucoup, ça descend lentement, donc vous avez des énergies fossiles pour développer à l'échelle industrielle des champs d'éoliennes, des centrales solaires à concentration, du nucléaire, etc. Et puis tout ça pour vous préparer à une sorte d'économie de ralentir le problème de la dégradation, puis surtout de vous mettre en situation d'être mieux adapté au moment où ça se produit, ça deviendrait grave. Ça, c'est ce qu'il appelle le scénario Green Tech. Green Tech. Vous avez les moyens de développer de la technologie, vous êtes conscient des problèmes, mais vous y alliez musclé pour contrer tout ça. Okay, donc, on pourrait dire que c'est développement durable. Carrément. Vous pouvez dire que oui, c'est tout à fait développement durable. C'est Green Deal, c'est tout ça. C'est un peu l'espoir, vous voyez, qu'on va s'en sortir avec... on a encore les moyens de s'en sortir et de limiter les dégâts, tout ça. Bon. Situation qui se trouve au-dessus, c'est vous avez toujours des énergies, beaucoup d'énergie, mais par contre, il y a une dégradation rapide des conditions de la vie sur l'existence. Changement climatique, multiplication des événements météorologiques extrêmes, sécheresse, etc. Mais vous avez de la puissance. Alors là, nous dit David, très vraisemblablement, les sociétés vont se diriger vers on va se diriger vers des sociétés relativement dirigistes qui vont mobiliser les moyens qui sont encore là, de façon littéralement fasciste, c'est-à-dire avec une convergence en gros de la force de l'État et des grandes corporations, c'est comme ça que le définissait à peu près Mussolini,
et qui va donc, et dont le rêve c'est géo-ingénierie si c'est besoin. Si on a l'eau qui monte, des littorales qui montent, on construira des énormes digues, etc. Donc c'est le déploiement de forces, vous voyez, pour contrer toutes ces choses. Là, si ça ne suffit pas, on ira sur Mars avec Elon Musk ou des trucs de genre. C'est ça, en gros, le truc. C'est Chine 2, 3, 4.0. Bon. Si vous êtes à l'inverse comme scénario, vous êtes dans un scénario qu'il appelle Earth Steward. C'est celui dont rêve, d'une certaine dans lequel la permaculture s'est au départ placée tout de suite. C'est le scénario qui, sur le papier, est l'inverse de celui de la révolution industrielle. Moins. Brown Tech, ça s'appelle Brown Tech. Celui-là. Voilà, Brown au sens de fasciste. À l'opposé, vous avez encore une situation qui se dégrade pas trop vite. Par contre, une descente énergétique et matérielle qui se produit. Alors là, pour David Holmgren, c'est très clair. Ça devrait conduire, à cause différentes effets inverses, ça devrait conduire, alors que la révolution industrielle a promu l'exode rural, à un exode urbain, c'est-à-dire que les populations doivent se rapprocher quelque part de l'énergie là où elle est, sous forme cultivable, etc. Et donc, dispersion. Donc là, il suit tout à fait les schémas développés par Odum et par d'autres. Et la permaculture, elle s'est initialement définie comme une stratégie pour ce scénario-là. Et puis enfin, vous avez le dernier scénario, le pire sur le papier, où, c'est pas forcément le pire d'ailleurs, mais où vous avez à la fois une dégradation brutale des conditions de la vie sur la planète, biodiversité effondrée, enfin tout ça, et en plus, il n'y a plus trop d'énergie dense, de moyens, au fond, puissants, voyez, de se rebeller contre cet état de fait. Alors à ce moment-là, en même temps, dans cette situation-là, si elle est poussée très fort, il n'y a pas de guerre mondiale non plus, parce que vous ne les faites pas avec des petites éoliennes de tout ça. Bon. Donc, mais en revanche, c'est quand même un peu Mad Max. Ouais, c'est un peu, alors c'est un peu peut-être un nouveau féodalisme, etc. C'est un peu la perspective, on dirait, effondriste de beaucoup, des survivalistes du truc. Okay. La théorie de Holmgren, elle est, que ces scénarios ne sont pas exclusifs les uns des autres. Même s'ils sont définis par des conditions différentes, d'abord, tous les coins du monde ne sont pas dans les mêmes situations. L'Australie, où il vient, elle se prend la dégradation des conditions de la vie pleine poire, et en même temps, elle a des ressources. Elle a beaucoup de ressources énergétiques. Donc, il a écrit un autre texte, que j'ai traduit depuis d'ailleurs, qui s'appelle Crash on Demand, Welcome into the Brown Tech. Texte dans lequel, par ailleurs, il voit le scénario Brown Tech devenir dominant, à peu près partout, maintenant. Et la Nouvelle-Zélande, on voit bien qu'ils ne sont pas dans la même situation, exactement. Vous voyez, donc vous pouvez... Mais aussi, ils sont simultanément en train de se jouer en fonction du nombre de gens qui parient sur tel ou tel scénario et qui coexistent d'une certaine manière dans les sociétés. Même il y a des gens qui peuvent avoir une partie de leur esprit là-dedans. Il donne cet exemple, il dit, chez des gens qui vont avoir un mode de vie un peu canot de sauvetage, c'est comme ça qu'ils aiment, chez eux, à l'échelle domestique, voyez, auto-consommation, etc., qui vont avoir une vie collective, genre un peu Earth Steward dans des collectifs, voyez, un peu comme le sien, tout ça, qui vont bosser dans des industries green tech une partie du temps, et qui sont encore contents quand même d'avoir la structure sécuritaire de l'État national, etc., qui donne des décrets et qui pourrait agir en cas de dérèglement climatique, comme ça, d'imposer des choses comme il le fait pour le Covid ou des choses comme ça. Oui. Donc, ils peuvent être encastrés comme des poupées russes les uns dans les autres, ces scénarios. Mais sa réflexion, depuis, tend à dire c'est quand même le scénario Brown Tech qui est en train de se produire, parce que, de fait, les ressources énergétiques, on en a, même si elles sont très très peu, elles ont des taux de rendement pas très grands, il y a quand même encore de l'énergie, encore trop d'énergie dense, et c'est en train de favoriser ce genre de trucs. Et à ses yeux,
la façon dont a été gérée la pandémie du Covid, parce que j'ai traduit, c'est le dernier texte, il y a 2-3 textes qu'il a écrits pendant la période du Covid là-bas, où, vous savez, en Australie, ça a été une politique un peu zéro, comme ça, très très contrôlée, où il a écrit, c'est le dernier texte, qui est un texte qui a fait beaucoup polémique en Australie, dans lequel il explique qu'en gros, comme dans toutes les familles, etc., il y a eu des sortes de guerres entre ceux qui pensaient qu'il fallait suivre absolument les édits pour combattre la pandémie, les édits et puis les restrictions et tout ça, en pensant d'ailleurs, en étant environnementaliste, en pensant tant mieux que les États puissent prendre des décisions super fortes, ils pourront comme ça se faire la main. Pour le moment, il va s'agir de s'occuper des choses sérieuses comme le climat ou des choses de ce genre. Et puis d'autres, dont lui fait partie, qui sont une minorité dans la sphère de la permaculture, qui dit non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que ça fonctionne à l'économie du désastre comme ça, et que ça ne fasse que renforcer les structures du brown tech, quelque part, de technologie, et que dont lui il milite. Alors, il a une position très mesurée, je trouve. Il y a d'autres gens qui trouvent qu'il est terrible, mais qui consiste à dire s'il vous plaît, tolérez ceux qui acceptent d'être les cobayes de l'alternative à ces décisions très dirigistes comme ça, et à chercher, à poursuivre le but de la permaculture, qui est de se rendre à l'échelle domestique et communautaire le plus indépendant possible des modes de gouvernance. Et alors, en quoi ces 4 scénarios vous semblent-ils intéressants? Pour vous, qu'est-ce que ça peut apporter à notre réflexion sur la sobriété énergétique et sur l'évolution sans doute nécessaire de nos sociétés? Sur la sobriété énergétique, c'est obvious. C'est-à-dire qu'en gros, tous les scénarios... Ah oui, j'avais oublié une petite chose, c'est qu'ils pensent que dans l'hésitation dans laquelle on peut être de savoir qu'est-ce qui peut se produire, ils pensent que le pari le meilleur, c'est de parier sur le scénario Earth Steward. Il n'est pas effondriste, David Holmgren. Il ne pense pas que, disons, il regarde ça avec énormément d'intérêt. Il pense que le scénario le plus probable, alors il a un peu évolué là-dessus, mais au départ, le scénario le plus probable pour lui, c'est celui de la descente, avec certes des moments, des paliers brutaux, comme ça, mais que ce qui est inéluctable à ses yeux, c'est une descente qui sera peut-être pas aussi sexy que l'effondrement brutal, etc. Il s'en produira des effondrements, mais ce sera des paliers pour lui un peu à chaque fois. Pas perceptible. Si, perceptible. Si, perceptible. Mais vous voyez, il n'y a pas un effondrement qu'il attendrait nécessairement. D'abord, ensuite, en fonction des situations qui sont toutes différentes. Donc, mais en gros, c'est la descente. Donc, il faut se préparer à cette descente, vous voyez, de toute façon. Et que se préparer à la descente, c'est la meilleure façon de se préparer à l'effondrement. Par ailleurs, s'il arrive. Ouais. Vous voyez l'idée? Est-ce que c'est aussi l'idée que l'énergie conditionne aussi nos systèmes politiques et nos systèmes d'organisation? Oui, il y a de ça. Et puis, vous comprenez, ce qui m'intéresse, c'est que moi, je navigue dans les milieux d'architectes et d'urbanistes. Oui. Et dans ces milieux-là, depuis un certain temps, depuis l'émergence des problèmes environnementaux, il y en a qui sont hyper contents de dire la solution aux problèmes environnementaux, c'est l'écologie moderniste, c'est-à-dire qui consiste à dire il faut serrer les gens dans les villes, vous voyez, ils baveront moins sur les environs. Vous voyez, par exemple, vous vous souvenez de comment il s'appelait le type du Whole Earth Catalogue, le chef de file du Whole Earth Catalogue, qui est toujours vivant, et qui était à l'époque, c'était travailleurs de tous les pays, dispersez-vous. Hein, c'était génial comme mode barrez-vous, c'est comme ça que le système, c'est toujours la position de David, ça. La position de David dans des trucs comme Crash on Demand, c'est si, il dit un peu comme ça à la louche, il dit si 5% des classes moyennes mondiales décidaient
de basculer dans un mode de vie de sobriété énergétique totale, il pense que ça pourrait suffire, vu les marges assez faibles du système, à le faire partir en vrille et en sucette. Donc il milite, il appelle ça du terraïsme. Du terraïsme pour accélérer quelque part l'érosion de tout ça. Mais moi je vous disais que je travaille dans le milieu des architectes qui a tendance à penser l'inverse. A tendance à penser, vous savez, pour eux, je sais pas quoi, la niche écologique de l'architecture, c'est la ville. C'est la ville dense, etc., etc. Donc il s'agit d'être de plus en plus dense. Et donc Stewart Brand, il a publié en 2008, quand David faisait ses scénarios, lui, il a publié le contraire. Il a publié un truc qui s'appelle The Whole Earth Discipline en disant « Ah, je m'étais trompé. Je m'étais trompé à l'époque. Le changement climatique, c'est un truc tellement grave, tellement machin, qu'on peut que répondre avec la grosse artillerie, en gros. » Et donc, il donnait son programme. La solution au problème de population, des villes hyper denses. Les gens feront moins d'enfants, même des bidonvilles, ils font moins d'enfants, c'est prouvé. Si jamais on les concentre, ils font moins d'enfants, ça on règle le problème de la population. Problème de la nourriture, OGM. Problème de l'énergie, concentrée aussi, réponse concentrée, c'est-à-dire nucléaire, parce que oui, c'est sale, mais c'est concentré, plutôt que le diffus, tout ça. Donc vous voyez, c'est tout, et puis ça ne suffit pas, géo-ingénierie. David, Brown Tech à fond la caisse, et puis des réserves de nature sauvage où les choses se passent avec que des experts qui empêcheront le truc. Bon, c'est ça, hein, le truc avec plus ou moins la caution de Lovelock derrière. En gros, c'est ça. Donc là, c'est le contraire. Pour David, de toute façon, il n'y aura pas les moyens de tout ça. Ils pourront le faire pendant un temps. Mais le scénario Brown Tech, pour lui, il est destiné à basculer dans les canaux de sauvetage. Puisque la descente énergétique, pour lui, ça ne fait pas un pli. Je dirais, son optimisme, s'il en a un, c'est l'inéluctabilité de la descente énergétique, qui ruinera ces entreprises ruineuses, de toute façon. Alors, on va passer aux oasis, parce que ça me fait penser que les oasis, j'imagine, sont plutôt en milieu rural. Enfin, vous allez me le confirmer. Donc c'est une tentative d'aller en dehors de la ville, peut-être qui se rapprocherait plus du scénario Intendance de la Terre, enfin plus du scénario qui correspond finalement le plus à l'idée, aux idées développées par la permaculture. Donc, est-ce que tout à l'heure vous nous disiez que les oasis, elles ne sont pas fermées sur elles-mêmes, qu'elles correspondent aussi avec les habitants autour, enfin qu'il y a des liens qui sont créés. Donc ces liens, est-ce qu'ils permettent aussi de faire bouger un peu les lignes? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez à travers cette coopérative des oasis? Oui, je peux dire qu'on contribue au mouvement dont vous parlez, c'est-à-dire on n'est pas encore à 5% des Français, mais en tout cas il y a cette ambition de soutenir le développement d'écolieux parce que c'est un mouvement qui va principalement dans les zones rurales. Alors on a quelques exceptions comme à Montpellier où on a soutenu un habitat participatif qui s'appelle Mascobado, donc c'est intéressant aussi quand même de faire certaines expériences en ville. D'ailleurs, l'un de ses habitants me disait que pendant la pandémie, vous parliez des crises, c'était un lieu où les gens voulaient aller parce qu'il y avait un jardin, parce qu'il y avait un potager, parce que voilà. Mais effectivement, principalement, les oasis du réseau sont en milieu rural. Alors, on a fait une enquête aussi pour savoir quelles étaient les catégories socio-professionnelles des habitants en écolieu. On est quand même sur des CSP+, souvent qui viennent des villes à la base, donc ils font un changement radical de mode de vie et qui choisissent cette sobriété dont je parlais tout à l'heure, donc de renoncer à pas mal de choses que la ville apporte quand même. Mais ils arrivent avec ce bagage culturel. Et là, ça pose un certain nombre de problèmes. Parce que voilà, quand on arrive de la ville, qu'on s'installe en milieu rural, qu'on n'a peut-être pas encore mis les mains à la terre, l'accueil peut être glacial. C'est ce qui se passe jusqu'à ce que les habitants créent des projets sur le territoire, pour le territoire, où petit à petit, cette défiance qu'il peut y avoir au démarrage va se lever. Enfin, c'est vraiment ce qu'on observe. Ça prend du temps et c'est pas facile au début, vraiment. Hein. Ça prend du temps. Et pour donner quelques exemples, il y a un lieu en Bretagne qui s'appelle la Bigotière. Donc, c'est un lieu qui
rassemble des habitants qui ont plutôt entre 50 et 60 ans, qui sont en fait une bande d'amis qui ont quitté la banlieue de Rennes, donc typiquement qui quittent un milieu urbain pour aller en milieu rural en Bretagne, près de Dol de Bretagne. Et aujourd'hui, ce lieu, en fait, il y a les habitants, mais il y a aussi autour de ça une des plus grosses AMAP de Bretagne qui s'est créée. Il y a une dimension associative qui fait que, par exemple, ils accueillent des mamans isolées, ils font du soutien, il y a une dimension sociale pour des gens du territoire qui ne vivent pas forcément dans le lieu, mais qui bénéficient des activités sociales et culturelles aussi qui sont développées par ces lieux-là. Donc c'est un long travail, de longue haleine, mais c'est l'objectif. Pour donner d'autres exemples, il y a un lieu aussi qui est hyper intéressant d'un point de vue de l'économie et du lien au territoire, c'est Terra, qui est dans le sud, près des Pyrénées. C'est un lieu où, d'emblée, il y a eu la volonté de s'inscrire dans la monnaie locale, qui est l'abeille, et de générer un revenu pour les habitants qui soit supérieur au revenu minimum d'insertion, voilà. Et dans l'idée de dynamiser cette zone-là. J'ai échangé ce matin avec Mathieu, donc, qui devait venir là ce soir, et qui me disait que donc, lui, il habite dans un lieu qui s'appelle l'Éco-Hameau du Plessis, en Eure-et-Loire. C'est collé à une petite commune qui était complètement désertée en matière de commerce et d'école. Mais depuis qu'il y a cet éco-hameau qui est arrivé, avec une trentaine de foyers, des enfants, il y a la création d'une école Montessori, il y a la création d'une maison pour les seniors, et il y a une épicerie bio qui a ouvert dans le village. Donc c'est inespéré pour une zone qui était complètement désertée. Mais voilà, donc ça prend du temps. Et généralement, les projets, au démarrage, ils vont plus se concentrer sur le fait de pouvoir déjà générer ces revenus pour les habitants, exister en matière d'accueil, etc. Et c'est petit à petit que se tissent ces liens-là. Et voilà. Dans les oasis, il y a combien de personnes en général et quelle est la forme de gouvernance ? Alors, une grande oasis, elle a 30 personnes. Donc, c'est pour donner des ordres d'idées. Il existe à l'échelle mondiale des écolieux énormes, comme en Écosse, Findhorn, où il y a 300, 400 habitants, Auroville en Inde, etc. En France, on est sur des petits volumes d'habitants. Pourquoi ? Parce que ce passage à l'échelle du nombre d'habitants, ça pose beaucoup de questions en matière de gouvernance. Donc c'est plus facile évidemment d'avoir une gouvernance agile quand on est une dizaine que quand on passe à 100 ou 150, c'est comme dans une entreprise. Donc il y a autant en fait de modes de gouvernance que d'écolieux, mais il y a des invariants. Donc le premier, c'est quand même que c'est des modes de gouvernance, et nous on encourage beaucoup à ça, qui sont co-construits, qui sont construits par les habitants pour les habitants. Donc il y a toute une phase au démarrage des projets qui est de choisir ce mode de gouvernance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la notion de souveraineté. L'idée, c'est de tendre quand même à expérimenter, c'est des laboratoires de la démocratie. Donc expérimenter des modes de décision qui vont tendre vers plus d'horizontalité. Et le troisième invariant, c'est la dimension modulable aussi de ces modes de gouvernance. Déjà parce qu'il y a plusieurs modes de gouvernance au sein d'un même lieu. Il peut y avoir typiquement pour une activité ou une autre différents modes de gouvernance qui sont choisis. Et puis cette notion de plus on accueille de monde et plus il faut évoluer parce que tout le monde ne pourra pas prendre part à toutes les décisions. Voilà sur la gouvernance. C'est limité au niveau de la taille. En France aujourd'hui, factuellement, oui, on est sur des petits volumes de nombre d'habitants par écolieu. Par contre, le nombre d'écolieux d'oasis en France ne cesse de croître. Aujourd'hui, il y en a 1200 sur notre carte. Et ça ne cesse de croître, en fait. Vraiment, c'est exponentiel. Donc, l'idée, c'est nous, son soutien, c'est cette pensée en archipel, c'est-à-dire de dire, voilà, déjà, d'une part, il ne s'agit pas de pousser tout le monde à vivre en écolieu parce que c'est hyper exigeant comme mode de vie. Ça nécessite aussi des changements radicaux dont on parlait, quitter la ville, etc. Mais de dire, non seulement, voilà, c'est des laboratoires, de la démocratie, de la sobriété, et de montrer que c'est possible, et de dire que c'est important de créer des réseaux, de créer des liens entre ces oasis, et c'est ce qu'on fait nous,
pour pas que ce soit des initiatives isolées. Voilà. Et nous, on crée des rencontres régulièrement entre les porteurs de projets d'Oasis qui sont uniques. Enfin, chacune a sa couleur, chacune a ses valeurs. Il y a des choses, bien sûr, qui les rassemblent, mais il y a des écolieux très différents. Enfin, il y en a qui vont avoir une dimension artistique, d'autres plus permaculturelle, etc. Merci. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant aux freins. Donc là, on voit des visions assez complètes, assez novatrices. Qu'est-ce qui, d'après vous, d'après vos expériences, vos lectures, qu'est-ce qui freine cette adhésion à un projet de sobriété énergétique? Est-ce que c'est parce qu'on a trop d'énergie, parce qu'on est trop addict à la société de consommation? Est-ce que c'est une histoire de gouvernance? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Les facteurs d'échec principaux qu'on voit, c'est les facteurs humains. C'est une question de, voilà, est-ce que justement on a trouvé au sein du lieu une façon de s'entendre et de se relier de manière harmonieuse. Et c'est pour ça que nous, on concentre une bonne partie de notre accompagnement sur cette dimension humaine, sur le fait de comprendre ce qui motive les gens à être là. Comme je disais, comme c'est un mode de vie exigeant, comme c'est des gens qu'on côtoie tous les jours et potentiellement avec qui on travaille, avec qui on vit, bah, y a des tensions qui émergent. Hein. Donc le plus important, c'est de travailler cette dimension-là, parce que de là découle tout le reste. Et généralement, les gens qu'on voit arriver au démarrage de ces projets ont vraiment des étoiles dans les yeux, parce que c'est aussi un idéal. Donc aussi après, la marche entre l'idéal et la réalité, elle est énorme. Nous, on travaille aussi sur un frein qui est quand même le frein financier. C'est-à-dire qu'on prête de l'argent aux porteurs de projets en ayant étudié, bien sûr, avec attention, sa viabilité sur le long terme. Mais un des freins, c'est que les banques ne prêtent pas à ces projets-là. Voilà, on est encore sur des projets en marge qui n'ont pas du tout l'attention des banques, qui préfèrent faire du greenwashing en proposant des livrets de développement durable qui vont financer, in fine, quand même des énergies fossiles. On aime bien taper un petit peu sur les banques. Mais en tout cas, on vient se mettre à un endroit où les banques ne répondent pas. Donc ça, c'est un frein, le frein financier, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas uniquement des gens qui ont déjà du patrimoine qui puissent accéder à ces lieux-là. Et si on se place au niveau de la société globale, la société dans laquelle vivent la majorité de nos concitoyens aujourd'hui, cette société dite de consommation, thermo-industrielle, qu'est-ce qui freine, d'après vous, l'adoption de ces comportements et plus que des comportements d'ailleurs, de changements de mode de vie à l'échelle globale? Est-ce que la permaculture les idées développées par David Holmgren pourraient nous aider à concevoir peut-être des modes d'organisation différents? Sûrement qu'elles peuvent aider avec plein d'autres choses. Maintenant, tout freine. Ça. On n'est pas devenu une société majoritairement urbaine en très peu de temps, mais on l'est quand même depuis un certain temps, sans que ça laisse forcément des traces, des habitudes, des habitus, une organisation, un héritage de situation qui est difficile à changer comme ça. C'est difficile aussi, j'imagine, je sais pas, vous en parlez sûrement mieux que moi parce que vous avez cette expérience de ces écolieux, mais c'est difficile aussi même pour des familles de prendre des décisions comme ça. Les études des enfants, les gosses, etc. C'est des trucs qui sont des choix de vie importants et forts. Et sans doute que l'abondance encore apparente des choses facilite pas des décisions aussi fortes, à moins d'avoir un peu d'arrière, en gros. À moins d'avoir un peu de type les gens qui
moi je vois très bien parce que je me range parmi eux, dans la situation du Covid, etc., qui sont des gens qui peuvent travailler à distance, qui peuvent faire ces choses-là. Franchement, pour moi, c'est hyper facile. Pas complètement, parce que ça veut dire être encore dépendant de tas de systèmes, mais c'est beaucoup plus facile que pour des tas d'autres gens où ça représente, je veux dire, un saut dans l'inconnu, quoi. Au niveau macro, il y a quand même aussi ce mythe, ce grand récit du progrès. Enfin, c'est ça qui freine globalement. On parlait de consommation, enfin, la publicité qui est quand même partout malgré tout. Nous, on essaye de raconter ces histoires alternatives parce qu'elles montrent autre chose, en fait, d'autres façons de vivre qui permettent d'autres façons de s'épanouir. Mais ce mythe-là, il est quand même encore à déconstruire, quoi, j'ai l'impression. Alors, on sait qu'aujourd'hui, 12 millions de Français vivent en situation de précarité énergétique. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi davantage prendre en compte les inégalités sociales? Parce que cette précarité énergétique fait que peut-être, et sans doute, le modèle de sobriété énergétique n'est pas compris de la même façon et pas vécu de la même façon si on n'a pas d'abord cet accès facile à l'énergie que les ménages les plus riches ont. Certes. Ben oui, bien sûr. Est-ce qu'il en parle, David Ominami, de ça? Oui, il a d'ailleurs publié pendant un texte qui figure là-dedans qui s'appelle Le clivage des classes en temps de pandémie, comme ça, en montrant comment, ce qu'on a tous pu constater, comment la pandémie a accusé très fortement le clivage des classes sociales, en gros, dans tous nos pays, disons, développés. Oui, donc, et puis c'est pas prêt de s'arrêter. C'est-à-dire, je parle pas du clivage des classes qui ira avec, mais cette descente énergétique, il la voit comme devant se produire fortement. Alors moi, j'ai visité là-bas avec lui, justement, des sortes d'écolieux. Alors je ne sais pas s'ils sont de la même nature que les vôtres. C'était précisément dans ce type de banlieues à l'américaine, qui ont vraiment été fabriquées par le pétrole bon marché, quoi, en gros, qui datent des années 50, 60, 70, 80, comme ça. Typique de toute banlieue anglo-saxonne, quoi. Et où vous voyez une maison où il y a quelqu'un qui travaille, une femme qui travaille à mi-temps dans les services sociaux de la ville, un autre qui est bricoleur, qui fabrique, je ne sais quoi, des vélos, par exemple, ou des choses comme ça. Il y a les gosses qui sont là, ils sont 3-4 familles dans la même maison, et puis il y en a une autre, mais c'est pas la voisine, c'est celle d'encore après, où ça mute aussi, un peu comme ça, avec des choses de ce genre, de l'improvisation alternative, disons, au truc. Bon, c'est pas le salariat qui domine, même s'il en subsiste ici et là. Et puis, il se fabrique des passages entre maisons, ce qui fait que ça fabrique une espèce de petit archipel au sein. Alors, c'est un peu joli et bucolique de le dire comme ça, mais ça se multiplie. Il y en a parmi eux qui vont être des expérimentateurs où ils vont assez loin. Il y a un couple avec 2 enfants à côté de chez David qui s'appelle The Artist as Family, c'est un peu du Champien, comme ça, où, en gros, alors eux, pas de voiture, dans ces environnements-là, c'est très compliqué. Pas de voiture, on cultive absolument tout ce qu'on consomme, quoi, en gros. Alors c'est des dégourdis, c'est des gens qui ont été un peu dans le bâtiment avant, qui font des trucs comme ça, bon. Eux, ils poussent très loin, et puis tous les 4 ans, ils partent 1 an en chasseur-cueilleur avec les enfants à travers l'Australie, comme ça. L'idée, c'est pas un rond, ils font ça régulièrement. Donc vous avez des plus ou moins radicales, comme ça. Ils ont conservé un lien. Ils estiment à 20% leur revenu
qu'ils ont, qui est qu'ils ont construit aussi une petite baraque, toute petite, charmante, dans leur jardin qui fait 600 mètres carrés, hein, où il y a des gens qui louent de temps en temps, en général évidemment des gens intéressés par l'expérience en question, etc., et qui, ça leur a fait un appoint pour s'acheter des matériaux quand il y a besoin, quoi, ou des trucs comme ça. Je ne sais pas quels sont les... Il y a beaucoup de lieux, effectivement, où il y a de l'accueil, hein, donc dimension gîte, écotourisme, ça c'est important. Ça joue le rôle aussi d'acculturer à ce mode de vie des gens qui voudraient juste venir faire un week-end dans les arbres, quoi. Oui, alors par contre, c'est vrai que c'est marrant que ce soit dans des maisons un peu type villa, pavillon. Non, ça, moi, en tout cas, j'ai pas vu. Et d'ailleurs, une de vos questions, je me souviens, c'était est-ce que c'est reproductible à grande échelle? Et nous, on n'a pas envie de voir Bouygues arriver et dire on va faire des oasis préfabriquées, quoi. Enfin, ça enlèverait justement toute cette dimension, même autour du choix des matériaux, etc. Puisque chaque lieu, a priori, va construire à partir des ressources locales. Donc, on ne va pas utiliser les mêmes matériaux suivant les régions. C'est vrai, mais en même temps, c'est intéressant là-bas. C'est que d'une certaine manière, ces banlieues génériques, elles fabriquent l'héritage et le site de l'endroit en question. Donc, ils ne sont pas en train de le renier complètement. C'est-à-dire qu'ils le rebricolent. C'est tout le sens de Rétro Suburbia de David, qui s'inspire beaucoup de ces exemples qui sont là. Mais ils partent de la situation, quoi, en gros. Après, il y a toute une série de lieux qui sont dans une démarche de revalorisation d'un patrimoine architectural qui va être pas trop celui des pavillons, mais plus ancien, avec une volonté de rénover plutôt que construire à partir de rien, quoi. Le modèle de David Holmgren, Suburbia, c'est l'étalement urbain, le problème et la solution, en fait, c'est un peu ça. C'est marrant que vous disiez ça, parce que oui, le problème et la solution, c'était une phrase type utilisée par les permaculteurs. Ils le rappellent. D'ailleurs, il y a un texte là qui s'appelle « Le problème et la solution ». 3 petits points, mais les solutions peuvent dégénérer en problème. En gros, où il dit « Tout est une question d'échelle ». Tout est une question d'échelle. Donc oui, si que vous vous plaignez de ce que vous avez trop de limaces, c'est peut-être, comme il dit, parce que vous devriez juste avoir des canards. Voyez, bon. Donc vous devriez utiliser le problème pour en faire la solution. Mais il dit, ça a des limites. Ça a des limites, c'est-à-dire que dès qu'on commence, en effet, à dire « Ah, on a trouvé une recette. On a trouvé une recette intéressante. » Et à ce moment-là, on va la rendre, typiquement, on va la rendre smart. Smart, ça consiste à faire une recette qui est extrapolable à n'importe quelle échelle. Oui. Là, ça devient rentable directement, parce que économie d'idées, en gros, et recette maximale, parce que ça peut se déployer comme ça. Donc, la permaculture, c'est pas des recettes. Je sais bien qu'il en circule quelques formes où ça peut prendre un peu... Il y a des petites recettes dedans, mais à chaque fois, l'un des principes fondamentaux de la permaculture, c'est le site, c'est du site que va naître le programme, en gros, du design. C'est jamais un truc plaqué. Et si jamais vous faites vos trucs de permaculture qui sont très pertinents, qui peuvent être très pertinents à telle échelle, etc., ou à telle situation, si vous pensez que vous pouvez les gonfler, voyez, alors là, vous partez en vrille, quoi, en gros. Puisqu'on était sur l'étalement urbain, quels seraient les atouts de l'étalement urbain qui permettent justement de retourner la situation et de changer de mode comment on peut changer de mode de vie tout en restant dans ces zones pavillonnaires? Lui, il part d'un constat, c'est que en Australie, une très grande partie de la population vit dans ces situations-là. Quelqu'un d'autre, qui est un permaculteur, qui s'appelle Rob Hopkins, il a dit, oui, ok, mais on est permaculteur, c'est super, mais la plupart des gens vivent en ville, il faut bien aussi qu'on s'occupe de ces endroits-là. Donc ça procède un peu de la même réflexion chez David, de dire, bon, ben nous, l'urbanisme générique, chez nous, c'est ce genre de territoire, mais après tout, dit-il,
ils sont pas denses, ils sont pas super denses. Donc il y a de quoi faire, il y a du terrain pour cultiver, il y a un peu d'eau, vous voyez, bon, on n'est pas, lui, il est beaucoup plus inquiet pour les gens qui vivent en ville, hein, dans les centres urbains à terme. Tandis que les gens qui sont en banlieue, s'ils prennent le pli d'adapter les choses, ça peut se faire. Ça peut se faire. Et donc, il illustre comment ça peut se faire. Voilà. En disant probablement que ces territoires-là, ils vont muter comme ça. On l'espère, quoi. Pour revenir aux oasis, vous nous citiez quelques exemples d'insertion dans le territoire, des écoles, une maison pour les personnes âgées, etc. Comment se font ces liens? Comment on arrive sur un territoire et ensuite on arrive à créer des liens avec les personnes qui étaient déjà là avant? Nous, une des choses qu'on recommande aux porteurs de projets tout de suite, quand ils ont trouvé un lieu, c'est d'aller discuter avec le maire ou la maire et de présenter le projet avant d'acheter. Parce que pour le coup, les communes, c'est soit des super alliés, soit ça peut être vraiment l'enfer. Et si ça passe pas au moment de cette présentation, il vaut mieux passer son chemin, ou alors on sait que ça va être galère, quoi. Donc après, on a eu des exemples comme à l'éco-village de Sainte-Camelle en Ariège, où au départ, voilà, c'était vraiment les ovnis qui débarquaient. Et puis finalement, avec le temps, il y a quand même des liens qui se sont faits avec la commune et ça s'est adouci. Mais en fait, voilà, c'est hyper important d'aller tisser ces liens d'abord là, et puis après de montrer qu'on produit, montrer qu'on est dans l'action, dans le faire, que c'est pas encore une fois juste une classe intellectuelle qui débarque et qui va parler d'écologie de manière très théorique, mais qui va faire des choses concrètes. Donc ça peut être en consommant local pour commencer, en s'inscrivant dans des réseaux de producteurs locaux. Le lien, alors, les enfants, c'est super parce que ça permet aussi de faire des liens facilement. C'est intéressant, vous parlez de l'éducation tout à l'heure, est-ce que ça peut être un frein? Moi, je n'ai pas vu que c'était un frein du tout. Au contraire, pour les familles, généralement, il y a même beaucoup de lieux qui sont dédiés à des méthodes alternatives d'éducation. Par exemple, l'éco-village de Pourgues, toujours en Ariège, où on expérimente d'autres façons d'élever ses enfants. Et du coup, ça, effectivement, ça peut aussi créer des liens parce que on voit que, tiens, les petits-enfants, ils sont hyper épanouis. Alors, il y a des lieux où les ados, on les voit pas beaucoup. En fait, on n'a pas encore suffisamment de recul parce que, je vous disais, les lieux les plus vieux de notre réseau, ils ont 10 ans. Donc, les enfants qui sont nés là-dedans, ils ne sont pas encore ados. Si là où j'en ai vu, c'est à l'Arche de Saint-Antoine. Donc là, c'est à la frontière entre la Drôme et le Vercors. Donc ça, c'est une vieille communauté qui date des années 70. Et j'ai même rencontré quelqu'un qui a grandi là-dedans et qui aujourd'hui a une trentaine d'années. Bon, il n'est pas complètement sorti de la marmite parce qu'il est marié à quelqu'un de la coopérative Oasis. Mais ça produit des êtres humains intéressants. C'est des gens qui ont vécu vraiment tout petit au contact du collectif et de la communauté et qui ont une ouverture de regard qui est vraiment intéressante. Moi, j'y suis pas retourné depuis quelques années, mais il y avait eu un exemple qui était assez intéressant. J'avais trouvé que j'avais vu d'à peu près à l'époque, c'était celui de Tarnac, par exemple. Où, en effet, il y a une quarantaine, 30, 40 personnes qui y arrivent. Enfin, pas tout de suite, pas d'un coup. Aujourd'hui, il doit être à peu près 40. Dans un village existant, où il y a un lieu collectif, mais où ils sont répartis au milieu, dans des villages quand même où l'économie est à la ramasse depuis un moment, où ils ont permis en effet au magasin général de continuer à se faire en faisant d'ailleurs pas tellement bio dans leur cas, c'est plus le fait de réactiver un système qui n'était plus avec les navettes pour aller voir les vieux qui sont dans les hameaux plus loin. Ça a redémarré l'école communale du village, en effet. Et puis, au moment où la dernière fois où j'étais avec eux, on réfléchissait là à réhabiliter un endroit
où les vieux, souvent les personnes âgées qui sont très âgées et qui vivent en hameau, viennent maintenant de temps en temps au cœur du village pendant l'hiver, par exemple, et où ils font dîner leurs enfants, déjeuner leurs enfants avec eux. Tu vois, donc il y a, là, c'est pas la rétro-suburbia, mais c'est quelque part un site de village, quoi, et là où la communauté ne se distingue pas immédiatement, sinon par quelques signes extérieurs, du village. Et puis sur ces questions, nous, on fait partie, on a rejoint le réseau des états généraux du post-urbain, que vous connaissiez probablement. En fait, donc c'est à travers un chercheur qui s'appelle Guillaume Faburel, qui pour nous a fait une enquête sur le lien justement des lieux aux élus. Ça, c'est un vrai truc qu'on voulait regarder. Et lui, donc, il est prof à l'université Lyon 2 en urbanisme. Et il a monté un réseau d'acteurs en tout genre, ONG, associations, qui travaillent sur voilà, qu'est-ce qui se passe après l'urbain. Et donc au sein de ce réseau, on est avec Terre de Liens, on est avec plein d'acteurs différents qui travaillent sur cette question. Et si cette question vous intéresse, il y a des assises là en avril, je crois. Les assises du post-urbain. Ouais, états généraux du post-urbain, vous pouvez regarder sur Internet. Il y a plein de gens super intéressants dans ce réseau-là. Alors avant de passer la parole à la salle, une dernière question. Qu'est-ce que vous proposeriez pour vous? Quels sont les leviers les plus efficaces pour passer à un mode de vie plus sobre, à une organisation de société plus sobre, vous le rendre plus désirable? Ouais, c'est mon métier, c'est de raconter des histoires, quoi. C'est de raconter des histoires qui marchent, sans cacher les difficultés que ça représente. Voilà, l'été dernier, j'ai animé un débat sur le burn-out en écolieu, parce que faire des projets comme ça, c'est sortir souvent d'une perte de sens au niveau professionnel, donc on se jette à bras, à corps ouvert dans ces projets, et ça peut représenter des difficultés parce qu'on est passionné et que du coup on en oublie de reprendre son souffle. Donc parler des difficultés pour pouvoir les lever, pour pouvoir accompagner les gens qui sont dans ces démarches-là. Montrer encore une fois que c'est possible. Nous, on organise des voyages découvertes aussi pour des gens qui voudraient voir un peu ce que ça représente. Bon, ça, c'est un peu ma casquette de communicante, mais je pense que c'est essentiel. Et puis, nous, on a besoin aussi de continuer à produire ces études pour objectiver ces discours. On organise cet été un festival à l'éco-village de Sainte-Camelle, dont je parlais tout à l'heure. J'en profite pour vous donner les dates. Ce sera du 23 au 27 août. On va bientôt lancer la communication. Et on appelle ce festival l'Université d'été des Oasis, parce que nous, on a besoin de se positionner dans le débat public, d'élargir les personnes à qui on parle. Et sur des thématiques, on parlait un petit peu d'éducation, mais il y a aussi la santé, il y a le grand âge. En fait, c'est des lieux qui apportent des réponses concrètes à des problèmes complexes. Donc nous, on a besoin de faire la preuve de ça. On a besoin de vous, journalistes, que vous nous aidiez à relayer ces messages. Parce qu'il y a des forces en présence aussi qui sont, comment dire, adverses à ces projets, qui parfois sont facilement catalogués de sectes, si tant est qu'il y a une dimension spirituelle, c'est quand même dommage. Mais voilà, il y a beaucoup d'approches possibles et existantes, et on a vraiment besoin de faire connaître, en fait, tout simplement ces choses-là, parce que ça peut inspirer, j'en ai la conviction, ça peut inspirer même des gens qui ne seraient pas prêts à franchir le pas complètement, mais à revoir peut-être certaines choses dans leur mode de vie, à mutualiser des voitures avec leurs voisins, à commencer à faire des jardins partagés en ville. On parlait de la ville tout à l'heure, moi j'ai un exemple intéressant à citer, c'est une association à Caen qui s'appelle Vent d'Ouest, qui est une association citoyenne de gens qui vivent en ville, mais qui ont complètement décidé de transformer leur quartier, donc le quartier sud-ouest de Caen,
Ils font des trucs super, donc un jardin partagé, une ressourcerie. Ils organisent des débats, des projections de films pour essayer d'amener aussi plus de conscience dans la rue, quoi, dans la ville et dans la rue. Donc je pense qu'il ne faut absolument pas délaisser non plus ce travail qu'on fait en milieu urbain, parce que c'est des liens en fait importants à tisser entre le rural et l'urbain. Des exemples de leviers, des choses qui vous viennent à l'esprit pour rendre c'est-à-dire, on pourrait en lister. Je peux donner ceux que j'essaye d'utiliser. Mais pas juste pour moi-même, c'est-à-dire quand on a, je voudrais parler de cette exposition qu'on fait, c'est-à-dire qui consiste à essayer d'expliquer aux urbains, parce que cette exposition elle va dans des villes et des centres-villes comme ça, qu'on peut, en anglais, on peut prendre le parti de la campagne, taking the country's side. On avait fait ce jeu de mots idiot comme ça, prendre le parti de la campagne, aller voir un peu ailleurs si on y est, quoi, aujourd'hui. Et nous, on fait cette espèce de grosse exposition très, très pédagogique, avec des timelines comme ça, historiques, qui essayent de montrer que ça fait pas si longtemps que notre espèce s'est concentrée dans des grosses villes, comme ça, qu'il y a des tas de choses à imaginer ailleurs, que c'est pas facile, parce que quand moi je suis un urbain de naissance, de 4 générations, tout ça, il n'y a pas les arrière-grands-parents ou les grands-parents, j'ai pas eu qui ont un arrière-pays comme ça ici. Il faut, à mon avis, comme il disait, dispersez-vous, quoi, c'est-à-dire petit à petit amorcer un retrait, un abandon des mégapoles. Et le rendre évidemment désirable en montrant qu'il est peut-être possible. Enfin, ça a existé, ces modes de vie. Il y en a d'autres qui doivent être, à mon avis, inventés. Merci. Alors, on n'a qu'un seul micro, mais on va essayer de le faire circuler. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est par rapport à ces architectes dans le cercle desquels vous naviguez, qui sont attirés par la ville et où toutes leurs innovations, même si elles sont environnementales et écologiques, et ils se lancent dans beaucoup d'innovations écologiques, style Smart City et autres, sont quand même, elles sont dans la visée de l'urbain, avec tous les avantages qu'on connaît dans l'urbain, bon, mais qui ne dureront pas. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire ce virage vers the countryside, looking at the countryside? C'est très intéressant, c'est des gens intelligents, très créatifs, et ils restent dans la mouvance. Les choses évoluent quand même. Les choses évoluent quand même, et par exemple, dans les écoles d'architecture en France, se développe tout un réseau qui s'appelle Espace Rural Projet Spatial, qui réunit des tas d'enseignants qui font en fait travailler beaucoup leurs étudiants sur ces questions plus de territoires ruraux, d'échelle de villages, d'échelle de communs en toutes sortes, bref. Donc il y a quand même, alors c'est pas évidemment les écoles parisiennes qui sont à l'avant-garde de ça, mais ça se passe plutôt à Saint-Étienne, à Lyon quand même, à Clermont-Ferrand, à Nantes, voilà. Donc non, il y a des choses qui se passent. Moi, je suis déjà vieux, et donc je m'adresse quelque part aussi aux gens de ma génération ou d'après, comme ça, qui eux manifestaient une certaine réticence, disons, à penser qu'il y avait une vie en dehors des villes et des banlieues. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, les architectes, depuis des décennies, interviennent dans des banlieues, en réalité, dans ce qu'on appellerait des banlieues ou des périphéries ou du semi-urbain, etc. Et ils ont passé leur temps à y développer des sortes de projets urbains, comme ils disent. Un projet urbain, ça consistait finalement à exporter dans ces territoires suburbains, sans tout à fait se rendre compte souvent que le suburbain était le résultat
de cette espèce de démarche comme ça. Donc, il ne faudrait pas que cette espèce de logique s'étende aux campagnes non plus. Donc, ça veut dire que quand ils sont dans le suburbain, ils n'étaient pas trop dépaysés. Vous voyez, quand il s'agit d'aller dans le rural, bah, au bout d'un moment, ça pose juste même à la question de qui est l'architecte, c'est-à-dire pourquoi il y en a besoin, vous voyez, souvent. Moi, quelques-uns de mes étudiants, un étudiant en particulier, il est formateur à l'atelier paysan. C'est-à-dire qu'il fait profiter de ses études, qu'il a fait aussi, il est charpentier aussi, etc. Il fait profiter les paysans qui voudraient s'installer eux-mêmes de leur savoir pour savoir se démerder entre eux pour construire leur truc, vous voyez. Alors ça ne veut pas dire que les métiers vont disparaître, ça ne veut pas dire tout ça, mais ça veut dire qu'évidemment, c'est pas là que vous allez faire fortune. Enfin, vous voyez ce que je veux pas faire fortune ben voilà. C'est une modification. Laurent Samuel, rédacteur en chef du site internet des JNE. Le modèle de dispersion tel que vous le présentez est très séduisant et vous le défendez de façon très convaincante. Et il a quand même un inconvénient majeur, c'est la consommation d'énergie qui est beaucoup plus forte dans un habitat dispersé que dans un habitat concentré. Donc, quelles sont les pistes qu'on peut envisager pour réduire la consommation énergétique et la consommation de ressources en général de l'habitat dispersé, notamment comment réduire la dépendance à la voiture individuelle dont on peut très difficilement se passer en dehors des grands centres urbains. C'est un problème qu'il faudra résoudre. C'est-à-dire que en effet, si l'horizon, disons, de sécession d'avec la ville, qui verrait plein de gens se disperser dans les campagnes, si c'était pour y vivre comme sont réduits à y vivre ceux qui aujourd'hui ne peuvent en effet pas se passer de voiture, c'est pas ça qu'il y a comme horizon. Ça suppose une transformation assez importante, des réseaux, d'une réorganisation beaucoup plus locale des choses, pas des villages dortoirs où on ne partage que les services d'un club qui s'appelle la mairie, mais un ensemble avec une certaine division du travail local et qui peut satisfaire des besoins. Mais évidemment, je parle ça ne se trouve pas sous le pied d'un cheval, comme on dit, ce genre de choses. Je voudrais compléter parce que nous, on voit que la dimension de mutualisation, notamment des moyens de transport, tout simplement, est un gros facteur de réduction de l'empreinte carbone, même en milieu rural. Les lieux qu'on accompagne, la plupart, ils ont une flotte de véhicules qui est partagée parmi les habitants. Après, c'est toute une démarche. C'est aussi de travailler sur place, c'est aussi aller moins loin. Et malgré le fait que encore certaines prennent l'avion parce qu'ils ont des liens de fait par cette ouverture sur le monde, il y a quand même une conscience aussi au niveau des transports qui est importante. Et cette mutualisation et cette dimension collective, elle permet de vivre en milieu rural de manière plus sobre, en partageant des espaces, puisque la plupart des lieux, voilà, il y a des espaces individuels, mais il y a des espaces partagés. Et puis en partageant ces ressources, on réduit quand même drastiquement son empreinte carbone en milieu rural. J'aimerais vous demander comment accéder plus facilement à cette objectivation des discours, à une information par exemple sur les techniques low-tech, sur des alternatives développées par exemple par l'atelier paysan, dont j'ai entendu parler extrêmement tardivement, malgré le fait que j'ai tenté un maximum de m'informer personnellement. Et il me paraît effectivement, comme vous l'avez développé, extrêmement important qu'on ait un accès, et surtout un accès par rapport à l'action à développer autour de ça personnellement pour se former, totalement à l'opposé par exemple de Massive Open Classroom, qui elle nous coupe totalement d'un lien social, ce qui a eu lieu par exemple pendant le Covid, qui personnellement est
beaucoup d'autres des personnes que j'ai connues à cette époque-là, ça les a terriblement affectés. Donc, est-ce qu'il serait intéressant de développer un autre média, un autre moyen de communiquer ces informations-là en les objectivant plus, en remettant en question notre manière de communiquer à une époque où il y a de plus en plus de décrédibilisation des alternatives? C'est une question aux journalistes. Non. Je ne suis pas sûre de bien avoir compris. Qu'est-ce que vous voulez dire par changer la manière de communiquer? Je veux dire par là avoir un accès plus simple à une information objectivée, c'est-à-dire sourcée en détail sur les alternatives. Quand par exemple on lit le livre La convivialité de Ivan Illich, j'ai eu par des contacts qui ont connu Ivan Illich eux-mêmes, on dit que ces informations étaient sourcées par des expériences qu'il avait faites, mais dans son livre où il présente des outils conviviaux, où il défend avec beaucoup d'éloquence le fait que que les transports, qu'ils soient individuels, tant qu'ils sont thermiques, prennent plus de temps à être employés que de temps qu'ils font gagner, il ne source pas ces informations-là. Il ne source pas le moindre détail de calcul et le moindre élément, ce qui nous permettrait de nous situer de manière beaucoup plus claire dans un débat, dans un échange d'informations, et qui nous permettrait d'agir en fait concrètement. D'accord, donc vous faites appel aux journalistes pour, si je comprends bien, pour produire des articles sur ces alternatives qui sont peu connues, mais en les fouillant justement davantage pour pouvoir sourcer et en les mettant en perspective pour pouvoir sourcer les avantages et les inconvénients. Alors j'en profite pour dire que, puisque vous parlez de low-tech, que le jeudi de l'écologie du mois de mai, donc le deuxième jeudi du mois de mai, je crois que c'est le 9 mai, ça sera consacré justement au low-tech. Et nous y reviendrons. Question suivante. Ah ben j'ai une question. Merci. J'avais une question sur, vous parliez de l'empreinte carbone des écovillages. Vous avez dit qu'elle était 2 fois moins importante que celle des Français moyens. C'est super, mais 5 tonnes de CO2, ça reste beaucoup. Et comment vous expliquez le fait que ce soit une réduction certes importante, mais si peu en comparaison du coup des enjeux et des cibles? J'ai une réponse simple qui est l'avion. Enfin, comme je disais, en fait, là, cette étude, on l'a faite pour la première fois en 2016, pour la deuxième fois en 2022, ce qui permettait déjà de voir pour les lieux quels étaient leurs leviers de progression et de suivre vraiment leurs avancées. Donc, on l'a fait, comme je disais tout à l'heure, cette étude pour communiquer au grand public, mais aussi pour aider les lieux à s'améliorer. Et là où clairement il y a encore du boulot, c'est tout bête, hein, c'est sur les voyages en avion. Donc le fait que certains lieux, comme je disais tout à l'heure, sont reliés à d'autres territoires du monde, je pense à l'Inde ou autres, et où les habitants, où on peut aussi avoir de la famille à l'étranger, etc. Et ce qui plombe, en fait, c'est ce qui ne permet pas encore d'atteindre les 2 tonnes, c'est principalement ça. Donc, parce que c'est quand même, là, pour le coup, un sacré renoncement. Oui, en fait, il me semble que on peut dire que ce qui est important aujourd'hui, ce qui serait important, ce serait d'arriver à fabriquer des mondes, au sens bête du terme monde, c'est-à-dire des endroits où, moi je le définis comme ça, hein, c'est provisoire, mais je dirais un monde, c'est un endroit où on pourrait imaginer de projeter l'intégralité de son existence. Ça veut pas dire forcément on souhaiterait y être cantonné, mais ça veut dire qu'on pourrait l'imaginer d'y passer l'intégralité de sa vie, parce que on n'y fait pas qu'une seule chose. L'agriculture, c'est pas de la monoculture qui produit tel truc pour des tas d'autres endroits. On pourrait... Les urbanistes modernistes, ils ont ségrégué la ville en grandes fonctions. Habiter, travailler, produire, les loisirs, comme ça. Là, il faudrait que toutes ces grandes fonctions de notre existence, que d'habitude on répartit entre des lieux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres,
Un endroit où on va à la campagne, des endroits où on va discuter avec des gens, d'autres endroits où on va bosser, d'autres endroits où, etc. Et c'est la bagnole qui, essentiellement, puis l'avion, qui permet de relier ces choses-là. Est-ce qu'on pourrait imaginer de fabriquer des mondes, en effet, où on n'a pas besoin, quoi, on n'a pas un besoin impérieux et à quelle échelle? Pardon, oui, je voulais poser une question d'architecture. En fait, je trouve qu'un levier qui serait vraiment intéressant, c'est de s'intéresser au lotissement, qui sont à la fois des terribles passoires thermiques, des endroits où ça ne fait pas rêver de vivre, et qui sont des endroits où il y a énormément d'espaces verts, en général fermés par des haies de tuyas assez inutiles. Et je me demandais s'il y avait des architectes qui s'intéressaient à cette question de la rénovation urbaine des lotissements dans une démarche permaculturelle qui permettrait aux habitants à la fois d'être mieux isolés, d'avoir un potager, de créer des communs là où ils ont créé plutôt de l'individualisme. Et voilà, je voulais savoir si ça existe, ça m'intéresserait de savoir où. Ça existe, je ne peux pas vous en citer plein. Ça existe et très présent dans l'enseignement, dans les écoles en ce moment. Savoir comment on hérite de ces différentes situations et comment on peut en changer les modes d'existence de manière à en faire des choses un peu plus pas mondiales, non, mais voilà, un peu plus mixtes, complètes. Comment ? Un exemple de lotissement réalisé. Là, comme ça me vient pas, mais j'ai l'impression d'assister à des jurys de diplômes où il y en a, comme j'allais dire, 1 sur 5, quoi, qui portent maintenant sur ce genre de situation. Moi, ça me pose question parce que ça me pose la question de la désirabilité, parce que si on ne vit pas dans un lotissement, on peut juger de l'extérieur que c'est pas un endroit où il faudrait vivre, mais enfin, on ne peut pas changer sans les gens si les gens qui sont à l'intérieur n'ont pas envie de changer. Donc je sais pas en quoi, enfin je sais pas si ce désir existe, mais en tout cas moi ce que j'ai pu voir à mon niveau de journaliste auteur, c'est que par exemple, un petit livre qui s'est très bien vendu, c'est Mon petit jardin en permaculture de Joseph Chauffret, qui prenait cet exemple de transformation de son jardin en zone urbaine, donc petite surface, et ça a été un grand succès de librairie. Donc je pense que ça, ce sont des choses concrètes qui peuvent donner envie de bouger. Mais il me semble qu'en plus, la démarche de la permaculture, c'est pas non plus de plaquer des idées toutes faites. Il faut que ça vienne, ce désir de changement vienne des personnes qui habitent ces lieux. Oui, pour répondre à monsieur Derrière, Ivan Illich avait calculé dans oui, j'ai oublié le titre du bouquin, son deuxième livre, je crois, le temps qu'il fallait pour se déplacer, mais aussi pour entretenir la bagnole, pour payer tous les frais. Il ne prenait pas tout en compte, mais presque tous les frais qu'occasionne la bagnole. Il faut travailler pour payer tout ça. Ça revenait à faire 6,5 km à l'heure. Voilà. Et donc l'efficacité de la bagnole avec un temps social, était très limitée. Et Ivan Illich a travaillé beaucoup avec, ou du moins l'inverse, Jean-Pierre Dupuis a travaillé avec Ivan Illich pour la Nemsis médicale, mais aussi même pour ce premier bouquin. Et il a fait celui qui avait fait les calculs en partie concernant ce truc-là. Et j'ai rencontré une pneumologue, on a discuté de ça, et elle m'a dit que ses amis aux États-Unis lui avaient confirmé les chiffres. La démarche et les chiffres. Mais l'origine des chiffres, ça, je n'en sais rien du tout. Bon, la question que les sociétés complexes, donc, ont besoin de beaucoup d'énergie concentrée pour maintenir leur structure. Et donc, voilà, quoi. Pendant combien de temps elles en auront. Et
Et puis si beaucoup de gens quittent les grandes villes, que vont devenir les ruines? Bon, il y a Détroit. Oui, qui d'autre? Bonsoir. Donc, j'ai assisté il y a 2 semaines à la journée sous Ivan Illich avec Momentum aussi. Et disons, une chose que j'ai compris, que lui disait qu'on va à 6 km et demi si on est pauvre et on a un salaire normal, mais pour une personne riche, c'est plus rentable avoir une voiture et ça coûte moins prendre une voiture ou l'avion. Disons, ce calcul est fait en fonction du salaire. Alors, moi, je me demande, j'ai une question. Alors, il y a eu une exposition assez intéressante à l'Arsenal, s'appelait Paris, capitale agricole, et faisait voir qu'en 1800, on n'utilisait pas beaucoup d'essence, mais on arrivait à produire tout autour, par la ville de Paris, avec une agriculture qui avait un savoir-faire qui venait de beaucoup de pays du monde. Et l'autre chose que je me pose comme question, est-ce que c'est, disons, un doute que j'ai, et que c'est beaucoup de monde habite à la campagne, dans lesquels n'a pas accès, par exemple, aux hôpitaux ou l'université comme ça, est-ce qu'il n'y a pas le risque que dans les villes restent les riches, qui ont les moyens pour accéder à l'université ou des autres choses, et qu'il y a une sorte, comment dire, de séparation des personnes qui deviennent des marginaux et des autres qui, disons, je ne sais pas si c'est clair ma question, mais moi je pense qu'il y a aussi un problème d'intégration entre les deux, disons, le risque devient du monde parallèle et quelqu'un avec des privilèges et des autres non, disons, c'est une question, disons, un doute. C'est sûr que c'est un risque. Que quelque part, d'ailleurs, les scénarios dont je parlais tout à l'heure de David Holmgren se produisent simultanément et créent des mondes distincts, éventuellement. Ça se produit déjà, d'une certaine façon, dans plusieurs coins du monde, oui. Non, mais il y a peut-être que aussi on peut imaginer des recompositions, parce que quand on dit la campagne, c'est surtout la très très grosse ville, quoi. C'est-à-dire le fait que, oui, la ville mente religieuse, c'est-à-dire qui pompe en réalité énormément de ressources de plein d'autres endroits, qui consomme énormément d'énergie, même si elle n'entend pas le bruit du moteur en permanence dans sa voiture, mais elle en consomme en ne circulant pas aussi, enfin, je veux dire, à sa façon. Donc, le bilan énergétique des villes et des émissions, il est très clair. C'est que les villes, ça consomme beaucoup plus par personne, les villes, que la campagne à la fin. Donc, il n'y a pas que la bagnole dans ces histoires-là. Bon. Donc, des recompositions doivent se faire. On peut imaginer aussi que, je ne sais pas, que des villes qui sont des villes ou des villages ou des bourgs qui sont, par exemple, en France, pour plein d'entre eux, à la ramasse, en train de reprendre dans certains endroits, même dans le Morvan, à l'Orne, je vois, dans des endroits comme ça, que je visitais encore il y a, je sais pas quoi, 12 ans ou 15 ans, et qui étaient des ruines, sont en train de reprendre un peu de poil de la bête en ce moment. Alors certes, avec des gens, une grosse proportion de gens qui ont des projets différents, qui leur permettent d'envisager de s'installer dans des endroits comme ça, que les autres qui les ont quittés, quoi. Donc, je crois que ce projet, ou en tout cas cette tendance de la dispersion, elle gagnerait, ou disons d'une sorte de reflux, d'un exode, une forme d'exode urbain. Oui, elle gagne à être accompagnée de toutes sortes de manières, à travers des projets comme ceux que vous montez, à travers l'information, en effet, sur les alternatives, les formations. Il faut se former autrement pour arriver à survivre en dehors des villes, je veux dire. Il
y a des écoles qui se montent comme ça, en agriculture, différentes. En ce moment, il y a plein de choses. Il y a l'atelier paysan qui fait ce travail. Il y a d'autres initiatives. J'en parlais tout à l'heure avec un voisin à côté sur la renaissance de l'artisanat ou de local ou des choses comme ça. Donc, mais moi, je ne suis pas plus avancé que personne pour répondre à cette question. Je crois qu'en effet, il faut qu'elle s'accompagne, non pas pour fabriquer un monde à l'écart ou un quart-monde en dehors de villes qui iraient dans le scénario tech à fond et où qui réunirait les riches tandis que les autres vivraient sur un revenu minimum ailleurs, à rien foutre, quoi. C'est ça l'idée. Bon. Donc oui, ça doit être... Ça doit... La question alimentaire qui joue beaucoup. Par exemple, moi j'habite en partie dans un bourg Sévenol. On récupère, la municipalité récupère de plus en plus de territoires communs pour des jardins partagés. Parce que les gens maintenant voient le prix des légumes et tout le monde a envie de cultiver son lopin de terre et de ne pas dépenser au supermarché voisin. Donc il y a quelque chose de souterrain, une sorte de culture underground de la ruralité qui se met en place. Bon, c'est lent comme toutes les transformations, mais c'est évident. Il y a des maisons de santé dans tous ces villages et dans tous ces bouts, où on trouve des médecins, des dentistes beaucoup plus qu'ici dans la ville. Par exemple, dans la ville, trouver un médecin à Paris, moi, j'ai pas réussi, mais dans les villages, dans les maisons de santé, on est accueilli par des groupements de santé. Et si on regarde un tout petit peu plus loin, des exemples dont peut-être dans certains endroits on pourrait s'inspirer, je sais pas, moi je pense par exemple à la description que j'ai lue, et je rêve d'aller là-bas bientôt, de l'auto-organisation qui s'est mise en place au Chiapas depuis 25 ans quand même. 25 ans. Où il y a des dispensaires, des écoles, où tout ça est sur quand même un territoire qui fait quoi, la taille de la Belgique, à peu près, avec plusieurs centaines de milliers de personnes quand même. Donc avec une organisation sans argent pour les dispensaires, pour l'éducation et pour le gouvernement lui-même. Alors c'est certainement pas reproductible comme ça, rien ne l'est reproductible, mais c'est quand même intéressant de voir qu'à cette échelle-là, depuis 25 ans, quelque chose de cette nature est possible et perdure. Alors c'est certainement pas les standards d'éducation et de santé que ici, a priori, les gens ont en tête et vont chercher, quoi. Voilà, et donc peut-être c'est évidemment d'autres grammaires qu'il s'agit de mettre en place, mais c'est quand même, ça se passe, quoi. C'est quand même une assez mauvaise nouvelle pour ceux qui pensent que c'est pas possible. Je vous propose de prendre encore une question et puis après d'aller boire un coup. Je suis contente que vous avez mentionné les Chiapas, mais là, c'est un monde qui s'est créé avec une certaine idéologie. C'était pas juste donc évader des problèmes écologiques, mais voilà. Donc, ma question est un petit peu liée à ça. Donc, est-ce qu'il y a des études en France ou en Europe sur la composition socio-culturelle des habitants des écolieux? Donc, d'où les habitants des écolieux actuellement viennent, de quelle couche sociale, et en particulier, est-ce qu'il y a des habitants des régions rurales qui viennent vivre dans les écolieux? Oui, on a dans l'étude RCI dont je parlais au tout début sur l'indicateur de capacité relationnelle, donc l'étude dont étaient issus les chiffres sur le rapport au travail et le rapport à la confiance qu'on peut avoir dans les autres habitants, il y a une étude qui a été faite
des origines, des catégories socio-professionnelles des habitants. Et comme je disais, c'est beaucoup des gens qui ont fait 5 ans d'études. En grande partie. Pour donner un volume, il y a plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est marrant. Il y avait un article de Reporter hier qui disait que l'écologie, c'était un truc de femmes. Il y a 60-40, en fait, à peu près répartition hommes-femmes. Et le nombre de CSP+, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est énorme. Enfin, c'est la plus grosse représentation des catégories socio-professionnelles. Donc aujourd'hui, cette ouverture à la diversité sociale, c'est un vrai enjeu. Ça va faire partie de nos thématiques de travail cet été à l'université d'été. Cela étant dit, c'est pas parce qu'effectivement il y a ces mouvements-là qui sont pionniers qu'à terme ça peut pas s'ouvrir. Et ensuite, oui, cette question, voilà, de la diversité des CSP, elle est vraiment importante à adresser. Vers les écolieux, quelle est la proportion des sans-abri, de la population urbaine, des banlieues, par exemple. Donc c'est ça. Donc je sais pas. Donc il n'y a pas d'études qui donnent des chiffres. Je crois que je vous ai répondu déjà en partie. Mais elle t'a répondu. J'ai pas le chiffre exact, mais c'est une grande majorité. C'est pas des ruraux, voilà. Voilà, ouais, une grande majorité. Et ils sont plutôt cultivés, ils ont fait des études et. Après, là, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a une réduction drastique des revenus des gens lorsqu'ils s'installent en écolieu, pour ne pas dire paupérisation. En tout cas, c'est des gens qui renoncent à une bonne partie des revenus qu'ils tiraient précédemment de leurs activités professionnelles. Donc, qui acceptent de vivre avec beaucoup moins, d'où cette sobriété aussi dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est pas parce qu'on est issu de ces catégories-là que, in fine, on se retrouve pas avec un SMIC, voilà. C'est un truc de riche, la sobriété. Ouais, bien sûr, ils gagnent 2 fois moins. Ouais, ça c'est clair. Ils travaillent plus. Bonsoir et merci. Est-ce qu'il y a une volonté de garder les oasis en milieu rural ou alors c'est juste un développement purement organique? Vous avez parlé de projets à Montpellier, à Caen. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de toucher un peu plus les territoires urbains et les métropolitains? En tout cas, il y a une volonté de créer des liens plus forts entre les villes et les campagnes en ce qui concerne les oasis, et ça va être aussi une de nos grandes thématiques de travail. Parce que de fait, c'est beaucoup encore des gens qui vivent parce qu'il y a des villes. Enfin, c'est très intéressant ce que vous disiez, c'est très vrai. C'est possible de vivre comme ça parce que on peut se déplacer en ville encore pour certaines réunions professionnelles, parce qu'on peut bénéficier des services qui sont proposés dans les villes. Donc cette question, en tout cas, de travailler les liens entre les lieux, les écolieux existants en ville et ceux existants en milieu rural, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va travailler cette année. On n'a pas du tout de veto aux projets qui se développent en milieu urbain, au contraire, hein, mais c'est plus difficile de fait à cause de l'accès au foncier, à cause du manque d'espace pour cultiver. Enfin voilà, c'est plus difficile en fait. Je vous propose que nous nous en arrêtions là. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de la coopérative des Oasis. Est-ce qu'on y trouve les études dont vous avez parlé? Oui, voilà, donc vous pouvez les télécharger. Sur l'Observatoire des Oasis. Voilà, sur le site de la coopérative des Oasis, sur l'Observatoire des Oasis, vous trouverez les études dont on a parlé. Et donc le livre de Sébastien Marot, donc David Holmgren, traduit par Sébastien Marot, Comment s'orienter, permaculture et descente énergétique, voilà, paru aux éditions Wild Project. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous avez ces 2 pistes.
Bonne fin de soirée, à bientôt. Et on annonce le prochain jeudi de l'écologie. Alors, le prochain jeudi de l'écologie, donc ça sera donc le 2e jeudi du mois d'avril, donc le 13 avril de mémoire, et donc il sera consacré au partage de l'eau. Et celui de mai sera consacré au low-tech. Et pendant que j'y suis, celui de juin sera consacré à la santé. Voilà, bonne soirée.